Non, je rigole. Donc, on verra. Première partie, on verra en gros beaucoup de théories. Qu'est-ce que c'est que l'objet, le paradigme de programmation. Ensuite, on fera une petite pause, 20 minutes. Et partie 2, on fera beaucoup de Visual Studio. Je vous expliquerai vraiment le C# et je vous montrerai toute la théorie, mais sur Visual Studio en gros. Okay. Donc cette conférence, j'aimerais bien que vous soyez actifs, c'est-à-dire que vous me posiez des questions. Dès que vous ne comprenez pas quelque chose, vous y allez, vous n'hésitez pas. Vous me dites ça j'ai pas compris, réexplique, j'ai un tableau, je peux vous expliquer mieux les choses, enfin, mieux que sur le PPT en tout cas. Ok? On est parti? Donc, programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un paradigme de programmation, vous l'avez vu dans le dernier prosit. C'est une extension de la programmation procédurale. Ça a commencé, dépêche-toi. T'as signé la feuille? La feuille? Non, pour les 1. C'est sur la deuxième partie. À droite, là, en fait. ça va aller. Oh putain. Hein? Ouais, elle a commencé. Comment il s'appelle? Ça va aller. Je sais même pas si on me voit en fait sur la... Donc, vas-y, l'APO, un paradigme de programmation, c'est une extension de la programmation procédurale. La programmation procédurale, c'est ce que vous y en savez, donc c'est par procédure, ça suit l'ordre des procédures. Là, vous avez des objets en plus, donc le concept d'objet. Les objets, c'est quoi? C'est des concepts, des idées, des entités du monde physique. Donc tout ça, ça fait la programmation orientée objet. Donc en programmation orientée objet, vous allez essayer de récupérer des concepts du système afin de les modéliser en code. Donc pensez objet, vous êtes des programmeurs, vous êtes d'accord avec moi? Oui? Ouais. Non, vous êtes des analystes programmeurs. Et ça c'est très important. Parce que les gens normaux, là ils voient une personne, un bonhomme, etc. Vous, ce que vous devez voir, c'est un peu plus loin. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, en développement, vous allez pouvoir le modéliser comment? Un bras, un autre bras, 2 jambes, une tête, et tout ça, ça fait un objet bonhomme. Donc là, on peut aller plus loin et penser que la tête peut avoir un nombre de neurones. On peut penser que le bras peut effectuer une action, donc ça serait plutôt une méthode par exemple. Les jambes peuvent marcher, etc. Donc ça, c'est comme ça que vous devez voir les systèmes maintenant. Ensuite, du C au C#. Donc en C, vous aviez les mots-clés de base, if, else, else if, switch, for, while, do, while, struct et enum. En C#, on en aura quelques-uns en plus, une dizaine maximum. Vous avez des types de base en plus, donc le booléen et le string. Vous avez plus de fonctions qui se baladent, c'est-à-dire qu'en C, quand vous aviez vos points H et vos points C, vous aviez le point H pour déclarer, anticiper les méthodes, et dans le C, vous aviez vos méthodes. C'était des méthodes qui étaient reliées à n'importe quoi, vous pouvez l'appeler n'importe quand dans le main, dans n'importe quelle autre méthode, etc. Il suffit juste d'inclure le bon header et c'était parti. Là maintenant, ça n'existe plus, vous avez tout dans un seul CS, vous avez la classe, les méthodes, les définitions des méthodes. Vous avez des espaces de noms. Vous avez vu ce que c'était ou pas? Non. Les namespace, c'est des espèces de packages qui regroupent les classes. C'est-à-dire vous allez avoir un namespace par exemple, imaginons on fait, je sais pas, un gros programme, on a toute une partie, c'est l'interface graphique, vous allez avoir le namespace interface graphique, vous allez avoir toutes vos classes qui représentent des fenêtres dans votre programme, ça va être encapsulé dans un namespace. Si vous avez un autre, c'est connexion base de données. Si vous voulez, par exemple, dans l'interface graphique, utiliser la connexion base de données, c'est ce que vous voyez en haut du code, c'est les using. Normalement, je peux vous montrer une fois. Tout en haut à gauche, using system. System, c'est un namespace, par exemple. Donc là, namespace conférence, c'est celui-là. Donc ça, c'est une petite particularité en plus du C#. Donc on y va, on est dans le vif du sujet, on rentre dans les classes. Donc votre première classe, mot-clé classe, le nom de la classe. Donc pas obligé de mettre public, parce que de base, quand vous déclarez une classe, elle est private. Donc dans le namespace, au sein du namespace, elle est privée. C'est-à-dire que, imaginons, dans ma base de données, j'ai une classe qui s'appelle Toto. Si cette classe, je la déclare classe Toto, ça ne sera pas accessible depuis un autre namespace. Si jamais en public, par contre, je pourrais y accéder.
Donc, un attribut, donc en public. Pour faciliter la démo, je l'ai mis en public, j'ai pas fait de getter-setter, on les verra après. Donc là, une méthode, mettre un coup de tête, qui retire un au nombre de neurones. Donc cette classe, on a vu un constructeur, donc celui-là, le nombre de neurones égale 300, c'est une initialisation sans constructeur. Donc c'est en fait, quand vous allez créer votre classe, ça passera obligatoirement ici. L'autre initialisation, c'est le constructeur sans paramètre. Donc celui-là, c'est pareil, si vous faites un new tête, il va être appelé. Dans quel ordre? Donc là, est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien vaudra nombre de neurones si je fais un new tête? 300 ou 250, étant donné que dans le constructeur j'ai 250 et ici j'ai le 300. Je te donne 200. On va voir après. Donc ça, c'est un constructeur paramétré, ou paramétrique, c'est-à-dire qu'on peut préciser des arguments et on peut remplir après les attributs, ou initialiser les variables, les classes, etc. Donc en fait, c'est initialisation des membres, puis le passage dans le constructeur. Donc ça va commencer par initialiser tous les attributs, et ensuite ça passera dans le constructeur, donc ce sera 250. Parce que étant donné que là, on a mis ça, c'était plus simple à deviner. Donc ça, le constructeur, qu'est-ce que c'est? Vous avez bien compris que c'était quand on déclare une classe, on lui apprend qu'est-ce qu'une classe à l'ordinateur, on lui dit, le constructeur, c'est le point d'entrée de la classe. Dès que je vais la créer, tu vas effectuer ces actions. Donc là, si je la crée dans un new-tête, il va effectuer les actions qui sont comprises. Si je lui donne un int, si je fais un new-tête 3, il va passer ici, il va mettre 3 neurones dans mon neuron. Donc là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est une convention de nommage que je respecte. Donc, par exemple, les noms de classe avec une majuscule, tous les membres avec un m-du-bas devant, sans majuscule, dès qu'il y a un nouveau mot, on met une majuscule. Pareil sur mes méthodes, donc là je ne l'ai pas respecté, mais normalement je mets une minuscule, et à chaque nouveau mot une majuscule. Essayez de prendre l'habitude, ou alors vous pouvez mettre une majuscule, c'est pas gênant. Essayez de prendre l'habitude, ça fait du code plus propre, on comprend plus vite, on arrive plus souvent à vite retrouver les méthodes, les variables, etc. Un autre conseil, c'est si vous programmez, développez, c'est soit tout en français, soit tout en anglais, mais pas les deux. Parce que généralement, quand on cherche sur une librairie ou quoi qu'est-ce, on va tout de suite chercher du getSet si on est en anglais. Bon, en français, ce sera du getSet aussi, c'est pas un bon exemple, mais imaginons, je sais pas, j'ai ouvrir. En français, vous allez créer une méthode ouvrir, en anglais, ce sera open. J'aurais plus un réflexe d'aller chercher open si je sais que c'est du code en anglais, etc. Si c'est du code en français, j'irai chercher open. Prenez l'habitude de vous focaliser sur une langue, pas plusieurs. Dans le code, en commentaire, etc. Donc, une classe, c'est comme un type. Vous l'avez vu quand vous avez commencé à développer un objet. Donc là, on l'utilise comme si on déclarait un int, sauf la différence, c'est qu'ici on a un new ma classe, alors qu'en dessous on a un do. Ça va créer une classe en mémoire, ça va créer un espace réservé pour cette classe-là, cette instance de classe qu'on va appeler mon variable. Ensuite, les attributs. Donc ça, c'est des informations que la classe stocke justement en mémoire. Elle les stocke à propos de son instance propre, à part si c'est du statique, c'est-à-dire que la classe, le nombre de neurones, ça sera attribué pour une instance. Si on crée une deuxième classe, ce serait une autre instance avec un autre nombre de neurones dans cette classe. On n'a plus de variable globale comme en C. Vous saviez, quand vous déclariez au-dessus du main int, tableau, 10, et après vous en serviez partout. Donc ça, c'était les variables globales, ça n'existe presque plus. On peut utiliser du statique même. Plus de passage de pointeurs, vous n'avez plus de pointeurs en C#. Plus, pas vraiment, on en retrouvera quand même si vous allez un peu plus loin, si vous creusez un peu plus loin, on en retrouvera. Mais normalement, vous n'en avez plus. Tout est passé par référence ou copie, on verra après. Donc on a trois façons différentes d'accéder à un attribut. Donc vous l'avez vu parce qu'on a fait en prosit, c'est public, protected, private, je vais revenir juste après. Et les méthodes, donc dans une classe, c'est les actions que la classe peut effectuer. Donc on utilise le nom de la variable, donc qui correspond à l'instance de la classe, point le nom de la méthode et les arguments. Enfin, j'ai fait, bien sûr. Ensuite, on reprend notre petite classe de test, on l'utilise, donc la tête de Zlatan, on lui met 10 neurones, on lui fait mettre un coup de tête, on utilise console writeLine, combien de neurones il reste, ça devrait afficher quoi, le console writeLine. Allez-y. Hein. Ah, ok. Voilà. On peut créer plusieurs fois une classe, vous l'avez deviné.
les instances d'une classe, c'est quand on utilise plusieurs fois une classe. Donc on va faire première instance, la tête de Zlatan, 10 neurones. Donc là, ça va être un espace mémoire réservé à cette classe-là. Tête de Ribéry, un deuxième espace, avec le nombre de neurones de Ribéry. Après, on peut s'en servir de chaque. L'encapsulation. Donc, public. Donc là, c'est quand on peut accéder à une méthode ou un attribut en faisant nom de l'instance, point attribut ou point méthode. Protected. Donc comme private, sauf pour l'héritage. Donc c'est-à-dire que là, en fait, quand vous allez déclarer un attribut protected, il va être private si vous voulez vous en servir en dehors de la classe. Par contre, si cette classe, enfin, on fait hériter une autre classe de cette classe-là, la classe fille, enfant, accédera aux variables protected, alors que les privates, elle n'aura pas accès. Vous comprenez tous? Oui? Sûr? Private, donc accessible que au sein de la classe, qu'on ne peut pas accéder en dehors de la classe. Donc là, si vous avez une instance, vous pouvez toujours faire point mon attribut private, ça ne marchera pas. Vous n'y aurez pas accès. Donc là, vous avez vu ça en Posit aussi, les accesseurs, les getters et les setters, ça vous permettre de manipuler des attributs private, alors que normalement vous pourriez pas. Donc qui peut être encapsulé? C'est-à-dire qui peut avoir un mot-clé public, protected ou private. Savoir qu'il y a un autre mot-clé qui s'appelle un internal, qui n'est pas à savoir, mais qui est bien spécifique au C#, qui n'existe pas dans d'autres langages. Donc vous le verrez si vous voulez. Donc qui peut être encapsulé? Une classe peut être encapsulée, je vous l'ai expliqué, au sein d'un namespace, pour savoir si elle est accessible en dehors d'une namespace ou pas. Donc une méthode, forcément, on peut accéder à une méthode d'une classe ou pas, donc public, protected, privé. Les attributs, vous l'avez vu là, le nombre de neurones de Ribéry et Zlatan, c'était du public, par exemple. Et dans l'héritage, c'est-à-dire que en C#, je crois que c'est faisable, j'ai pas testé par contre, c'est que quand vous héritez une classe, vous pouvez choisir de l'encapsulation de l'héritage. C'est-à-dire, imaginons, vous héritez, vous avez une classe qui a un int en private, en public, pardon. Si vous l'héritez en private, tout ce qui est public va passer private, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, donc vous regardez l'encapsulation quand vous faites de l'héritage. Au pire, on le verra juste après. Donc on vient à l'héritage, puisque c'est ce que vous voyez en ce moment. Donc, qu'est-ce que l'héritage? Vous avez 4 classes qui vont hériter d'une classe. Donc, par exemple, imaginons la classe animal. Donc, qui va posséder une string, par exemple, un attribut qui va être le nom de l'animal, qui va posséder un cri, imaginons. Donc, là, si on crée une classe chien, cheval, chat, chèvre, et qu'on fait chien hérite d'animal, cheval hérite d'animal, chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir accès à toutes les méthodes. Il va être la même chose qu'un animal, plus d'autres méthodes. Donc on va pouvoir faire WAF par exemple, une méthode WAF, et quand on fera cri dans l'animal, on pourra appeler la méthode WAF du chien. Donc ça, vous aurez beaucoup plus simple à comprendre ce que c'est quand on le fera en développement juste après. Donc ça devrait être mieux. En C#, on n'a pas d'héritage multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, j'ai animal et mammifère, une autre classe mammifère. Donc un chien, ça serait un animal et un mammifère. Malheureusement, en C#, c'est impossible, je peux pas faire chien hérite d'animal et de mammifère. Je suis bloqué à un seul héritage. Donc ça, c'est à savoir. D'où le fait qu'en C#, il y a des interfaces. Donc on verra juste après. Haute précision. Non, on verra plus tard. Le polymorphisme que vous devez voir aussi dans ce projet, c'est quoi? Donc, on peut remplacer des méthodes des parents en mot-clé override. Ça, c'est une sorte de polymorphisme. En vrai, il y a 3 sortes de polymorphisme. J'ai pas les noms exacts, mais je vais vous les montrer quand même. Donc par exemple, imaginons on a 2 classes. Donc on a la classe 1, j'appelle C1, C2. Si on a 2 méthodes qui se ressemblent dans ces 2 classes, donc là vous verrez par exemple la méthode connue, le toString. Ça c'est un type de polymorphisme. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise la même méthode dans plusieurs classes différentes, et elles ont le même concept. C'est-à-dire que là, le but c'est de transformer la classe en une chaîne de caractères. Donc imaginons le chien, le point toString, ça serait je suis un chien par exemple. Donc, ça pourrait vous servir pour débugger, pour l'afficher dans du formulaire, en C#, etc. Ça c'est un type de polymorphisme. Le deuxième, c'est celui-là. C'est imaginons dans une seule et même classe, j'utilise bonjour et bonjour aussi.
avec deux, avec un argument. Donc là, vous voyez bien que c'est exactement les deux mêmes méthodes, même nom de méthode. Par contre, c'est pas les deux mêmes signatures. C'est-à-dire que ici on a des paramètres, ici on n'en a pas. Donc ça, c'est le polymorphisme paramétrique, il me semble. C'est une autre sorte de polymorphisme. On l'a déjà vu quelque part, juste avant dans le PPT. C'était quoi? Les constructeurs. Les constructeurs, c'est... On peut faire du polymorphisme paramétrique, c'est très intéressant. Et ensuite... Le dernier type de polymorphisme, c'est celui que je parle là. Donc c'est, imaginons, on a une classe 1 dans laquelle on a une méthode, je sais pas, cri par exemple. Donc là on va avoir la classe 1, c'est animal en fait. On va prendre notre exemple ici. On va avoir la classe chien en bas. Et on va retrouver la méthode cri. Donc là en fait, ce qui se passe c'est que quand je vais instancier un chien, il va avoir un override devant ici, parce que cette méthode là elle est connue, vu qu'il l'a déjà définie. Si ici la méthode elle fait, je sais pas, coucou. Ça quand vous appelez cri, ça vous écrit dans votre console coucou. Si ici elle fait console, enfin, elle vous écrit WAF. Grâce à l'override, si vous faites un new chien, vous faites votre chien.cri, il va faire WAF, il ne fera plus coucou. Parce que ici vous avez override, donc en gros écrasé, c'est-à-dire que vous avez votre méthode de base, override ça veut dire tu mets la mienne à la place. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'en la mettant à la place, l'autre n'existe plus. Vous pouvez toujours l'appeler. Et donc en C#, il y a un mot-clé qui vous permet de faire ça, c'est base. Donc ici dans cri, imaginons le code de cri, donc c'est un console writeLine. Si juste avant vous faites un base.cri, ça va faire coucou, WAF. Donc là après le console. Donc ça c'est le polymorphisme qui parle plus d'héritage, je ne connais pas le nom exact, donc je ne pourrais pas vous le donner. Mais c'est un des autres types de polymorphisme qui existent. Donc on peut voir l'intérêt, c'est par exemple là tout de suite sur des animaux, un chien, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais quand vous faites ça sur du bouton par exemple, un bouton, imaginons vous avez une façon de le dessiner. Donc en C# ça s'appelle draw, tout simplement, en dessin en anglais. Ce que fait le C#, c'est qu'il va, dès qu'il va y avoir une modification, vous passez votre souris sur votre bouton, vous savez, il change de couleur. Donc ça c'est géré dans le draw, si la mousse est sur le pointeur de la souris est sur le bouton, alors je le dessine autrement. Imaginez vous n'avez pas du tout envie de faire ça, quand vous passez le bouton dessus, vous voulez que ça change de coordonnées ou quoi que ce soit, à part override une méthode de la classe bouton que vous ne pourrez pas toucher parce que vous n'avez pas le code source. C'est pas le vôtre, vous avez juste de quoi l'hériter. Vous allez pouvoir hériter de votre bouton, créer mon bouton, le mettre de base, lui écrire bonjour dedans, pouvoir faire tout ce que vous voulez dedans, override son draw, le dessiner différemment, etc. etc. Vous allez pouvoir vous approprier un peu la classe. C'est très intéressant ce type de polymorphisme. On en vient. Tout le monde a compris l'héritage, vous êtes tous. Il n'y a pas un petit point d'or pour quelqu'un? Non? Bien sûr? On peut passer aux interfaces. Hein. Donc les interfaces, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat. Donc un contrat, comme un contrat que vous auriez pour du travail. Comme vous avez vu à l'EXIA d'ailleurs, le règlement intérieur, c'est une interface. Ça peut être apparenté à une interface. C'est-à-dire que ça engage des responsabilités. C'est-à-dire que, imaginons un contrat, là, vous avez tous signé le contrat, je respecterai le règlement. Logiquement. Donc, si, imaginons, vous n'avez pas respecté le contrat, vous allez avoir un blâme. Donc, le contrat, c'est, si vous ne respectez pas, vous devez avoir un blâme. Vous êtes tous capables de recevoir un blâme. D'accord. Si vous implémentez l'interface règlement intérieur, vous pouvez recevoir un blâme. Donc, en C# ça va être pareil. Imaginons une interface base de données. Donc, pareil, les interfaces convention de dommage, je mets un i devant, comme Microsoft en fait. Après, base de données. Donc, imaginons l'interface base de données. C'est une interface, c'est un contrat.
C'est-à-dire que toutes les classes qui vont implémenter cette interface vont devoir définir une méthode delete. Donc là, ça veut dire que chaque classe que je vais créer qui va implémenter base de données, je vais pouvoir faire new, ma nouvelle classe qui implémente celle-là, .delete. Parce que je devrais l'implémenter cette méthode. L'implémenter, c'est-à-dire la définir, faire des actions sur cette méthode. Donc imaginons une classe Oracle. Si elle implémente e-base de données, elle devra définir delete. C'est-à-dire que là, entre les crochets, ce qu'on va retrouver, ça va être exactement la même signature, sauf qu'on n'aura plus point virgule, et on aura crochet, et on va devoir définir ce que fait un delete dans Oracle. Donc imaginons, en utilisant la classe Oracle, on fait Oracle.delete, l'ID 2, la colonne, sur la colonne, je sais pas, ID, et sur la table utilisateur. Moi, à la base, je l'ai appelé, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Vu que là, c'est du Oracle, je sais que je vais devoir l'écrire delete, machin, from, table, truc, égal. Maintenant, c'est du Oracle, c'est bien spécifique, c'est pas forcément le même langage SQL pour toutes les bases de données, vous l'avez compris. Si on a une classe MySQL, ça va être différent. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que Oracle et MySQL, je sais que c'est des bases de données, je sais qu'elles implémentent toutes les deux delete parce qu'elles sont obligatoirement, elles implémentent e-base de données, donc elles ont obligatoirement une définition de cette méthode. Donc je vais pouvoir me servir de MySQL et d'Oracle de la même façon, mais derrière, le code, l'implémentation de la méthode ici ou là, sera différente. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, imaginez vous développez ces deux classes, vous faites votre programme, et du jour au lendemain, votre patron vient vous voir et fait « Oh là là, MySQL, j'aime pas, ça tient pas la charge, on a trop d'utilisateurs, faut qu'on passe sur Oracle. » Qu'est-ce que vous faites? Vous créez une classe Oracle. Vous avez votre interface qui existe, vous l'implémentez dans la classe Oracle, et partout où vous aviez fait, donc, logiquement, ça je vais vous l'expliquer tout de suite, je l'appelle IBDD mon interface. Base. Donc là vous aviez fait ça, vous aviez ça, new MySQL. Donc avec vos identifiants connexion, etc. Donc partout où vous aviez ça, vous changez le mot Oracle, le mot MySQL par Oracle, c'est fini. Parce que vu que Oracle implémentera toutes les méthodes que vous avez pu vous servir ici, avec base, ça fonctionnera nickel. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai instancié un MySQL dans un IBDD. C'est un peu particulier en fait, je change un peu le type, c'est en gros, je mets MySQL, vu que je sais qu'il respecte le contrat e-base de données, je peux lui dire, tu te limites à savoir que c'est un IBDD. Donc l'objet base ici qui sera stocké en mémoire, ça sera un MySQL. Et si vous aimez mieux, en mémoire, imaginons un carré, ça représente une méthode connue de IBDD. En mémoire, IBDD il a delete. Je sais que j'avais du MySQL, donc MySQL, je vais avoir derrière ma connexion, Maco, je vais avoir plein d'autres méthodes. Ça existe en mémoire. Mais le fait que je lui dis que c'est une interface, il dit, lui, il saura, ok, ben base, tu as accès à toutes les méthodes qui sont déclarées ici. Donc c'est-à-dire qu'après base, si je fais base point, j'aurai accès que à delete, concrètement. Alors que si ici je change et je mets MySQL, je vais avoir accès à Maco, etc., tout ce qui est public dans la classe. Vous voyez l'intérêt ou pas de le mettre dans le IBDD? C'est que, imaginons, je change mon code, si ici j'avais écrit MySQL, j'aurais tout à changer. Là, j'aurais eu peut-être un base.maco, et si j'avais voulu mettre Oracle et j'aurais changé ici Oracle, new Oracle, le base.maco, il m'aurait craché mon programme. Derrière, ça m'aurait mis du rouge, Maco n'existe pas, par exemple. Ok. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de se limiter à l'interface, et vous avez juste à changer un mot pour changer de base de données. Vous voyez un peu la puissance du truc, donc c'est très intéressant. C'est pas souvent qu'on s'en sert en tant que développeur quand on fait des petites applications, mais ça peut devenir très intéressant dès lors où on demande un truc comme ça. On peut même, dans ce cas-là, on peut même faire choisir à l'utilisateur. Imaginez juste, vous avez deux boutons au lancement du programme, connexion Oracle, connexion MySQL. Vous faites if, il a cliqué sur Oracle, ici vous faites base égale new Oracle, sinon new MySQL. Fini, vous avez choisi votre base de données. C'est aussi simple que ça. Donc, dans une interface, on définit que des méthodes sans les implémenter. C'est-à-dire que là, vous avez la définition de la méthode,
Donc vous ne l'avez pas implémenté. Implémenté, c'est les crochets et le code des instructions. Et on peut aussi définir des propriétés et des événements dans une interface. Donc des accesseurs, en fait, des getters et des setters. Sur les interfaces, donc une interface peut implémenter deux interfaces. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais ça veut dire c'est comme de l'héritage entre interfaces en fait. Une interface qui implémente un autre contrat va implémenter les méthodes de ce contrat et va forcer celui qui implémente ce contrat-là de prendre ses méthodes à lui plus les méthodes de l'autre. Donc c'est-à-dire un exemple concret, je sais pas si on en a comme ça. Mais en gros, sur notre base de données, si e-base de données implémente un autre contrat qui dit ajout, permet l'ajout, et que ça définit une méthode ajoutée, vous allez avoir votre contrat permet l'ajout avec la méthode ajoutée. E-base de données va implémenter ce contrat-là, donc elle va juste déclarer ajout, et votre MySQL derrière va être obligé d'implémenter à la fois les méthodes de ce contrat-là et de l'autre contrat. Donc ça vous fera une sorte d'héritage, mais dans les interfaces. Donc, une interface peut implémenter deux interfaces, une classe peut implémenter autant d'interfaces qu'elle veut. Donc par rapport à l'héritage, tout à l'heure on avait chien qui hérite de animal, on ne pouvait pas lui faire hériter de mammifère par exemple. Par contre, on pourra lui faire implémenter n'importe quelle autre interface. Donc on pourra lui faire implémenter 1, 2, 12, 24 interfaces, c'est pas grave. Et donc après, il devra définir les méthodes de ces 12 ou 24 interfaces. Donc ça c'est le truc qui permet de pallier au pas de multiples héritages. Je viens de vous l'expliquer. Donc le mot-clé statique, ça vous l'avez déjà vu. D'accord. Donc console, qu'est-ce que c'est? Console. Juste une console. C'est une classe. C'est une classe qui s'appelle console, qui est déclarée dans le namespace system. Et ouais, voilà. WriteLine, ça va être la méthode. Pourquoi ici, j'ai le droit de faire console.WriteLine sans avoir nulle part fait de new? Bien. Non, pas le using. Le using, ça veut juste dire qu'on a accès aux classes du namespace. C'est-à-dire, tiens, apprends que dans ce namespace, il y a tant de classes, les noms, et que je vais pouvoir m'en servir. Mais ça veut pas dire que je vais pouvoir faire un point WriteLine. Pourquoi dans ma classe, imaginons, celle de tout à l'heure, vous vous souvenez de tête? J'étais obligé de faire tête de Ribéry ou de Zlatan égale new tête, et après je peux faire tête de Ribéry point nombre de neurones. Pourquoi je peux pas faire tout de suite tête point nombre de neurones? Donc ça c'est le mot-clé statique en fait. Le fait que ce soit statique, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'instance pour être utilisé. Donc ça doit être appelé sur le type, le nom de la classe, au lieu d'une variable. Donc là on n'a plus une instance de classe, donc on va travailler avec la classe elle-même. Donc en faisant ma classe pour méthode statique, vous allez exécuter le code qui est dans méthode statique. Ce code-là n'aura pas accès aux attributs de la classe, à part les attributs statiques. Est-ce que vous voyez ou pas du tout? Vous comprenez? Non? Vous voulez un exemple? Un exemple? Qu'est-ce que je peux vous faire comme exemple? La console, le WriteLine, c'est un bon exemple dans le sens où on n'instancie pas console étant donné qu'on a une seule console. Là, vous avez un cas particulier, c'est que console, vous avez votre fenêtre de console. Windows, il gère son truc. Pour écrire dans la console, en Windows, c'est, imaginons, un tas de procédures bien particuliers, il faut envoyer des appels système chelous, c'est ce que je vais définir par ça. Ça, c'est votre truc chelou pour écrire dans la console. Donc voilà, on ne sait pas ce que c'est du code un peu trop compliqué pour vous. Maintenant, vous savez que vous allez avoir une seule console. Donc vous allez créer votre classe console. Le truc, c'est que quand vous allez faire un new console, vous allez créer une classe console, vous allez faire du WriteLine, ça ne va pas être intéressant, vous n'allez pas avoir deux consoles à l'écran sur un programme, vous allez avoir une seule console. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire WriteLine. Je la mets en statique, étant donné que les appels ici, donc imaginons, je fasse comme ça, je mets crochet, je mets fermement, je mets crochet. WriteLine ici, c'est texte, on va dire, je le fais en pseudocode, hein, j'écris pas tout, je vais pas mettre string text, etc. Non, pas non plus public static void, c'est ça, je vais vous mettre là, statique.
faut absolument que le mot-clé statique soit écrit ici. Donc c'est public, static, void. Donc c'est juste avant le type de retour de votre méthode, vous mettez un mot-clé statique. Ça veut dire pas besoin d'instance de console pour utiliser WriteLine. Donc ça, là, ça va être le code qui est ici. Ça va vous permettre de faire quoi? Juste après, vous allez pouvoir faire console. Enfin, bref. Si vous faites console égale new console, logiquement ça va bugger. Pourquoi? Parce que le constructeur de console est private. Donc vous vous souvenez de l'encapsulation, un constructeur private, on peut y accéder. En dehors de la classe, est-ce qu'on peut y accéder? Donc on ne pourra pas instancier la classe. Si on met private console, c'est fini. La classe elle sert presque à rien, à partir des méthodes statiques. Donc, dans WriteLine, imaginons dans ce bout de code là, je crée ma classe console et tout. Ici, je vais mettre un titre. Comment je vais faire pour me servir de ce titre ici, d'après vous? Est-ce que je vais pouvoir ou pas? Non. Oui, non, allez-y, on se confuse. Non. Pour Elle est vous, pas oui. statique. Il y en a certains pour vous que pour eux c'est oui ou pas? Non, oui, peut-être. Bougez, allez. Non. Peut-être, vous savez pas, ok. Donc, je vous expliquais tout à l'heure ce que c'était qu'une classe pour l'ordinateur. Donc, il réserve un espace mémoire pour votre tête, et dedans, il y avait le nombre de neurones. Si je fais une deuxième instance de tête, vous allez avoir un deuxième espace mémoire, qui s'appellera tête aussi, donc tête 1. On va les nommer, ça c'est vos noms de variables, ici. Et ici, il va y avoir 250. Donc là, on est d'accord, c'est un espace mémoire pour un truc, un espace mémoire pour un autre truc. Vu que là, j'ai mis string titre, ça va fonctionner exactement pareil que ces choses-là. Le problème, c'est que WriteLine, c'est du statique. Statique, ça n'a pas besoin de ça. Ça, on s'en fiche. Ça va exécuter ce code-là, sans regarder les instances. C'est pas relié à une instance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser ce mot-clé. Le titre, il n'existe pas. Par contre, si on rajoute static string titre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver le programme, quand il compile, il va dire « Ok, j'ai un titre », quand vous allez lancer votre programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à l'ordinateur « Hey, réserve-moi un espace pour mon titre », enfin, plus précisément mon console pour un titre, donc accessible comme ça que si c'est public. Si c'est private, imaginons celui-là on le met en private, on pourra quand même s'en servir là. Pourquoi? Voilà, ça fait tout compris. Donc console pour un titre, tu me réserves un espace, donc ça va être titre, test. Voilà. Imaginons que je suis dans mon main, je fais console.titre égale test, donc là il est public. Hein. Ici maintenant je vais mettre mon titre, il n'y a pas de souci. Vu qu'il est statique, qu'il n'y en a qu'un seul qui existe, et qu'il n'est pas relié à une instance de la classe console. Vous avez compris? Ok, génial. Bon. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc vous avez tout compris, ça ne nécessite pas d'instance de la classe, et on a des attributs statiques, j'en ai fait la démonstration. Bon, on va aller vite. Il est quelle heure? Il est bientôt 10h, on a mis 30 minutes. Faites une pause maintenant ou on continue un peu? Pause? Vous avez 10, 15 minutes, 20 minutes, un truc comme ça?